propose de commencer puisque c'est simplement l'heure du dîner, donc on ne veut pas perdre trop de temps avec le début. Donc, bienvenue à tous et à toutes au webinaire qui s'appelle, comme vous voyez le nom à l'écran, Autrement ailleurs, quand les jeunes prennent les rênes de la recherche. Ce webinaire-là s'inscrit vraiment dans une série de webinaires qui sont disponibles en ligne, qu'on appelle les partages de bons coups en enseignement et en recherche. C'est une initiative du laboratoire d'innovation pilotée par le vice-rectorat à la recherche, à la découverte et à la création et l'innovation et le vice-rectorat aux affaires et aux études. Je vais arrêter le partage pour me présenter. Bonjour, je me présente, je suis Normand Roy, en fait, je suis professeur en sciences de l'éducation à la Faculté des sciences d'éducation. Et quand on m'a proposé en fait d'animer ce webinaire-là où il y avait différents types de webinaires, je fais partie du comité. Et puis ce qui m'avait vraiment intéressé de ce webinaire-là, justement, c'est quand les jeunes prennent les rênes de la recherche, eh bien, c'était vraiment intéressant de voir que finalement, des jeunes qui prennent les rênes de la recherche, ça se peut dans plusieurs domaines, dans plusieurs contextes. Et ça, je trouvais ça particulièrement intéressant, en fait, de pouvoir vraiment s'intéresser à ça. Donc, aujourd'hui, comment ça va fonctionner? On a fait appel à différents. Dans les webinaires, on fait appel aux différents professeurs qui peuvent venir de l'Université de Montréal et des écoles affiliées. Et l'idée, en fait, c'est justement de les amener à réfléchir sur des pratiques, soit en enseignement ou en recherche, et ou en recherche, dans le but de partager ou de propager leur savoir au profit de tous et toutes. Deux invités, Sarah Fraser, Olivier Ferlat. Sarah, elle est co-titulaire de la chaire Myriagon Chair McGonagall de l'Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse, professeure titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheuse régulière au Centre de recherche en santé publique et au Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectorielle, la décolonisation et l'équité. Olivier Ferlat, quant à lui, est professeur adjoint à l'École de santé publique à l'Université de Montréal, chercheur régulier au Centre de recherche en santé publique et aussi directeur du laboratoire qui s'appelle CoLab. Vous allez avoir la chance de les entendre. Dans le fond, l'idée du webinaire, comment ça va fonctionner, Sarah va d'abord présenter pendant environ une dizaine de minutes. Ensuite, Olivier va également s'adresser à vous pendant une dizaine de minutes pour nous présenter justement en quoi la thématique du webinaire l'interpelle. Et à la suite de ça, je vais animer une discussion avec vous. N'hésitez pas à laisser des questions ou des échanges dans le clavardage et puis je vais les prendre et je vais les animer. Et s'il y a des éléments que vous voulez vraiment poser des questions à la main, à la fin, il y aura également une période d'échange à l'oral, mais je vais pouvoir animer les questions de plusieurs façons. Donc, j'irai pas plus loin que ça, en fait. Sarah, je vais te laisser la parole. Tu vas pouvoir activer ton micro et ton partage d'écran. Et puis, je t'écoute avec un grand intérêt, en fait. Oui, bonjour tout le monde. Un énorme merci de prendre cette heure avec nous. Euh, Quand j'ai su que j'allais avoir l'opportunité d'échanger avec vous tous et avec Olivier, j'avais vraiment envie de partager les apprentissages que je fais depuis quelques années autour d'un projet dans lequel je suis impliquée. Ça fait à peu près 5 ans que le projet a démarré à Ganawagé. Euh, je vais vous en parler un peu plus, mais juste pour dire que ce projet-là, il n'arrive pas de nulle part. En fait, ça faisait une dizaine d'années que je travaillais spécifiquement au Nunavik avec différentes communautés autour des enjeux de protection de la jeunesse, puis de soutenir les communautés à réfléchir à des services qui seraient créés par eux pour eux. Et donc, quand on travaille autour des enjeux de protection de la jeunesse, on travaille nécessairement pour les jeunes, pour les familles, pour les jeunes parents. Puis ce qui me marquait, c'était qu'on n'avait pas tant de jeunes autour de nous dans les prises de décision, dans tous nos projets, là, ils démarraient pour eux, mais pas nécessairement avec eux. Puis plus je travaillais dans le Nord, plus mon propre réseau se développait. Je rencontrais des jeunes qui me demandaient mais qu'est-ce qu'on faisait. Puis eux, ils me disaient Hey, c'est vraiment intéressant, j'ai envie de participer, j'ai envie de faire quelque chose autour de ça. Puis ça me marquait parce que j'avais pas l'impression, moi, à la base, que la recherche, c'était quelque chose de vraiment nécessairement tripant et sexy. C'était quelque chose qui des fois, peut être... on a quasiment l'impression qu'il faut s'excuser d'être chercheur, des fois. Mais non, au contraire, on avait des jeunes qui étaient super intéressés à participer au projet. Donc, on a commencé à faire des petites formations, à voir c'était quoi des projets qu'on pourrait faire avec eux. Ces projets-là, ils grandissaient. Puis, j'ai rencontré donc l'organisation KSDPP, un organisme à but non lucratif qui est super actif dans le monde de la recherche depuis 25 ans, qui est basé à Ganawagé. Et eux, ils travaillent aussi pour la jeunesse autochtone. Et il y avait un peu les mêmes constats, mais on travaille pour les jeunes, mais pas nécessairement, ils ne sont pas autour de la table quand on prend nos décisions, puis on veut savoir comment les engager dans nos processus à nous. Donc,
il y a tout ça. En même temps, on a Myriagon, qui est une chaire qui commence à se créer une vie et qui se pose la même question. On veut travailler pour la jeunesse. On ne sait pas exactement comment. Ça ressemblerait à quoi une gouvernance Myriagon, une programmation Myriagon, euh, si elle était réfléchie avec les jeunes. Donc, avec Ganawagi School of Diabetes Prevention Project, on a embauché 2 jeunes personnes dans l'optique où on se dit, bon, on va jaser avec elles pendant quelques mois, puis elles vont nous donner toutes sortes de belles réponses sur comment faire. Et donc, on a embauché Lily Deer et Katia Spicer, et elles nous disent d'emblée, dès le départ, qu'elles ne veulent pas être les voix des jeunes, elles ne veulent pas représenter les jeunes, elles veulent, elles aussi, entendre les jeunes. Donc, elles ont démarré, ont coécrit un protocole de recherche. On a passé à travers le comité d'éthique à l'Université de Montréal. On a passé à travers 2 organismes autochtones de Ganawagi pour l'éthique. Puis, elles ont mis sur pied là, un projet de A à Z. Et plus ça avançait, plus on sentait des petits inconforts, des moments de malaise, des choses qui ne fonctionnaient pas du tout, puis on changeait toutes sortes de choses avec elles. Et c'est à travers ces transformations-là qu'on s'est mis à beaucoup réfléchir à c'est quoi de la recherche. Je vais partager mon écran à ce moment-ci. J'ai des petites notes que vous pourrez lire. Voilà. Share. Alors, pour démarrer, vous voyez le projet. On a commencé avec present. Est-ce que vous voyez bien? Donc, ça, c'est le projet qui s'appelle Nurturing Healthy Growth, qui est le logo de Nurturing Healthy Growth, puis le logo de KSDPP ici. Donc, ce qu'elles ont fait, c'était de commencer avec des discussions avec des individus, puis de faire des rencontres de groupe. Mais elles voyaient, mais pas tout le monde se sent à l'aise à jaser. Pas tout le monde sait de quoi ils veulent parler, puis juste de se présenter à des nouvelles personnes. Donc, elles ont essayé aussi des activités communautaires. Ils ont fait une soirée de jeux vidéo, une soirée d'activités traditionnelles, toutes sortes d'activités traditionnelles ensemble. Il y a une soirée fiesta mexicaine, toutes sortes d'activités communautaires où les jeunes viennent ensemble, puis après ça, ils ont des espaces pour discuter des enjeux. Ils ont créé une page Facebook, ils ont fait des sondages en ligne, des courts sondages, puis des... Donc, vraiment utiliser une panoplie de méthodes. Mais en faisant tout ça, comme je disais, une des choses qui est ressortie dès le départ, c'est quand on est allé voir les organismes autochtones pour leur parler des projets, puis on parle aux jeunes, les filles qu'on avait embauchées, ils disent, mais comment ça se fait que c'est ton nom à toi qui est sur les formulaires de consentement comme chercheuse principale? Puis comment ça se fait que selon le corps éthique, les différents corps éthiques, puis les institutions, les bailleurs de fonds, c'est toi qui es chercheuse principale et pourquoi ce ne serait pas nous? Donc ça a amené toutes sortes de questions par rapport aux différents rôles, la responsabilité, qui porte ces projets-là. Il y a eu tous les enjeux de recrutement aussi qui ont beaucoup changé à travers le temps. Donc, les comités d'éthique qui suggéraient qu'on mette des affiches puis qu'on invite les jeunes à eux venir vers nous pour participer au projet, mais ça ne fonctionnait pas du tout. En fait, c'était vraiment à travers des réseaux que les jeunes avaient déjà. Puis là, Lily et Catitio ont vu, ben, nous, on a des réseaux de personnes, mais ce n'est pas tout le monde de la communauté. Donc, on dit, on veut embaucher d'autres jeunes qui vont travailler comme nous, puis ils vont recruter d'autres personnes de leur réseau à eux, puis on va pouvoir entendre le plus de voix possible. Ils ont vu qu'ils embauchaient plus de jeunes à travailler avec eux, ils ont créé leur propre formation pour enseigner aux jeunes comment faire leur propre sorte de recherche, comment réfléchir des discussions de façon éthique. Ils ont toutes revu les formulaires de consentement. On pourrait en parler plus là, dans les temps de questions. Ils ont aussi inclus des activités personnelles dans le temps de travail. Donc, c'était plus juste de faire de l'entrée de données puis faire des entrevues qui comptaient comme du travail, mais c'était aussi de faire, par exemple, ce qu'on voit ici, le basket making, du journaling, aller marcher dans la forêt, faire du maple tapping, donc toutes sortes d'activités qui faisaient sens pour elles, comptaient comme des heures de travail, puis c'était des espaces pour réfléchir puis connecter les apprentissages
traditionnels, les apprentissages théoriques, ce qu'elles vivaient dans leurs relations, puis de s'occuper de soi. Il y a la notion de capacity building qu'on a beaucoup déconstruit et reconstruit. C'est arrivé à un moment donné, on était en Nouvelle-Zélande avec les filles, elles présentaient du travail qu'elles avaient fait là-bas, puis Lily me dit, mais comment ça se fait que des organismes subventionnaires nous encouragent puis nous aident à venir en Nouvelle-Zélande pour faire ces présentations-ci? Puis ma réponse première, c'était, ah, mais ça rentre dans les critères de projets qui sont de capacity building, parce que ça vous aide à augmenter vos capacités. Puis en le disant, elle et moi, on s'est regardés puis on s'est dit, il y a quelque chose de très paternaliste et très étrange dans cette compréhension-là de dire, on t'aide, toi, à augmenter tes capacités. Quand en réalité, ben, moi aussi, je suis en train d'apprendre tellement de choses, puis tout le monde est en train d'apprendre, et non seulement d'apprendre, mais elle contribue en allant en Nouvelle-Zélande et en partageant tous les savoirs qu'elle a acquis. Donc, ça, on a tout repensé là, nos modèles de pourquoi on fait le type de travail qu'on fait. Je peux parler de toutes les autres choses aussi là, dans des périodes de questions, mais on a complètement redéfini nos cadres théoriques, repensé les façons qu'on faisait de l'analyse ensemble. Donc, c'est tous les niveaux qui étaient touchés, là. Ça, c'est un exemple de la formation qui a été développée pour les jeunes. Donc, c'est quoi exactement la recherche pour l'équipe? Qu'est-ce que faire de la recherche leur a apporté? Donc, je vous montre quelques visuels là, pour vous donner des idées. Puis ça, c'est monté par l'équipe de jeunes. Ils ont, comme je disais, créé une page Facebook, puis faire de la promotion, pas de la promotion, mais de la partage des connaissances. Donc, ce que les jeunes ont partagé dans les discussions se retrouve avec des personnages qui ont été créés par une artiste, puis ces personnages-là incarnent une diversité de réalités des jeunes de Ganawagé. Ici, on a un rapport qui se veut pour la communauté, pour les organismes communautaires, qui inclut toutes sortes de résultats, là, que ce que les jeunes nous ont partagés, mais notamment des listes d'activités qu'ils voudraient voir. Puis à partir de toutes ces listes d'activités-là, puis non seulement des listes d'activités, mais aussi les façons qu'ils veulent être accueillis dans des espaces communautaires, l'équipe a monté un programme qui est vraiment pour les jeunes par les jeunes, qui s'appelle ici Scatney. Scatney, c'est un programme sur 1 an. Ça fait maintenant 4 ans qu'il existe. Et c'est vraiment pour que des jeunes de moins de 35 ans puissent reconnecter avec la culture, avec les traditions, les savoirs, réfléchir à des mécanismes de gestion des émotions, et tout ça ensemble. Et donc, je donne quelques exemples de choses qui se sont passées là, dans les dernières semaines. Toutes sortes de... Ce que les jeunes nous disaient, entre autres, c'est qu'ils ne se sentaient pas à l'aise de participer à des activités ou à des cérémonies parce que parfois, c'était en Ganingara qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient peur de ne pas connaître les protocoles, et donc de mal faire pendant les cérémonies. Et donc, il y a maintenant des préparations aux cérémonies avant qu'elles prennent place, puis l'accompagnement pendant la cérémonie aussi, puis tout un accompagnement post pour réfléchir à comment ils ont vécu ça, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Puis, il y a un processus de mentorat où les jeunes peuvent identifier des choses qui les passionnent. Puis, il y a des mentors qui les accompagnent pour faire ces activités-là sur 1 an, puis développer leur connaissance là, dans la communauté sur ces activités. Ça, c'est toutes sortes de choses de mobilisation des connaissances là, qui sont peut-être plus communautaires. On a aussi fait la mobilisation des connaissances à travers des publications, notamment un chapitre de livre que c'est une jeune personne qui a dit, mais nous, on aimerait ça parler sur l'éthique, puis les enjeux éthiques qu'on a vécus, puis les différences entre l'éthique plus institutionnelle, puis l'éthique communautaire. Donc, voilà. Puis, en fait, je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps, parce que je vois que le temps va vite, mais j'avais peut-être une dernière petite anecdote pour partager un peu une réflexion sur la mobilisation des connaissances. On a, à travers le projet, à un moment donné, Katitio, qui est une des femmes qui a été embauchée, est allée à une conférence de tatouage traditionnel. Et elle se retrouve là et une jeune fille qui vient s'approche d'un tatoueur et qui dit, moi, j'aimerais beaucoup que cette conférence de tatouage-là puisse prendre place dans ma communauté. Puis comme elle quitte, il y a la personne qui dit, oui, mais
c'est le tatoueur qui dit, mais c'est pas dans les protocoles ou la façon de faire les demandes auprès de nous. C'est pas la façon que normalement on fait ces demandes-là. Donc, je suis pas certain de pouvoir me présenter à la communauté. Catitio entend ça et va vers la jeune personne pour dire, mais moi, j'ai appris à travers ce projet-là comment approcher des gens, comment rentrer en contact, faire des demandes. Et voici qu'est-ce que moi, j'ai appris. Puis si tu souhaites, je peux t'accompagner là-dedans. Donc, il reformule la demande, ce qui amène le conférencier à accepter et aller vers une autre communauté pour le faire la conférence. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à la mobilisation des connaissances. C'est un moment, c'est entre quelques individus, mais ça a permis à ce que tout un événement prenne place dans une communauté, puis que toutes sortes de autres jeunes puissent être en contact avec ce type de conférence-là, de savoir-là. Et donc, je me dis jusqu'à quel point il peut y avoir des formes de mobilisation des connaissances qui se font dans le relationnel, dans le quotidien, de façon très, très importante, au-delà des publications qu'on fait. Je vais vouloir laisser la parole à Olivier puis vous entendre, mais voici quelques points là, sur lesquels on pourrait reparler plus tard. Mais il y a toute une littérature sur la recherche relationnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la recherche relationnelle, puis comment est-ce que la relation est le fondement là, du type de projet qu'on fait? L'action, l'importance de l'action avec les jeunes, de pouvoir partager du temps avec, en faisant ensemble. De repenser au lieu de la recherche. Est-ce que la recherche appartient aux universités, mais est-ce qu'elle peut appartenir à tout le monde? Puis qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement si c'était le cas? Jusqu'à quel point là, la jeunesse, il y a des jeunes incroyablement motivés, incroyablement passionnés qui veulent s'impliquer dans toutes sortes de choses. Puis si on repense la recherche dans leur lieu, ben, quel est le potentiel de ça? Donc, j'ai parlé très rapidement sur beaucoup trop de choses, pas assez en profondeur, mais si on entend Olivier, puis je pense que tout à l'heure, on va pouvoir faire toutes sortes de ponts, puis aller plus en profondeur dans ce qui vous intéresse. Je vais m'arrêter là. Un grand merci, Sarah, en fait. Et je ne l'ai peut-être pas précisé, là, mais en passant, le webinaire est enregistré, donc je vois que toutes les caméras sont fermées, la question ne se pose pas. Mais si après, lors de la discussion, si vous voulez activer votre caméra, sachez que le webinaire il est enregistré. Olivier, à ton tour. Merci beaucoup. Je vais juste faire le partage d'écran. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sarah. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit de façon sûrement plus élégante que moi, je vais les dire, mais je pense qu'on se retrouve un peu à la même chose. Donc, merci beaucoup là, de me retrouver. Donc, comme l'a dit Normand tantôt, je suis un professeur à l'École de santé publique et je suis arrivé ici en 2019 et depuis ce temps-là, je me suis attardé à vraiment établir un programme de recherche axé sur la santé mentale puis la consommation de substances chez les populations de la diversité sexuelle et de genre, donc les populations d'ES, LGBTQIA+. Et j'ai créé le laboratoire Collab qui se veut un espace où on fait de la recherche participative et collaborative avec les communautés. Donc, on se veut un lieu de rencontre entre chercheurs, étudiants, mais aussi membres de la communauté, incluant des jeunes, dont je vais parler un peu. Puis, on veut faire de la recherche de façon étroite là, avec les communautés. Et c'est important pour moi de faire de la recherche avec les communautés pour m'assurer que ma recherche, elle reflète la réalité du terrain, puis qu'elle soit tournée sur des actions qui vont venir répondre là, à des besoins là, des milieux. Euh, puis, je voulais juste parler un peu de ce que j'ai, pourquoi moi je veux vraiment me dédier à la recherche communautaire, puis pourquoi je pense que c'est vraiment important. Puis j'ai une trajectoire un peu atypique pour être devenu professeur. En fait, moi, j'ai jamais voulu être professeur d'université. Moi, j'étais un militant activiste qui s'impliquait beaucoup dans le milieu de la promotion de la santé des hommes gays et bisexuels avant. Et, je travaillais dans le milieu communautaire, mais j'ai décidé de poursuivre une maîtrise en santé publique parce que justement, je trouvais que je n'avais pas vraiment les atouts pour vraiment bien agir en promotion de la santé auprès de ma population. Pendant ma maîtrise, j'ai découvert que la recherche sur les communautés LGBTQ+, était à des niveaux assez désastreux et que souvent la recherche se faisait sur les communautés et non avec les communautés, ce qui donnait souvent
des résultats qui étaient complètement, qui étaient vraiment déconnectés des réalités du terrain. Mais surtout, qu'est-ce qui me faisait peur avec la recherche que je lisais pendant ma maîtrise, c'est qu'elle blâmait beaucoup les communautés pour les enjeux de santé auxquels elles faisaient face. Donc, c'est parce que les personnes LGBT ont des enjeux de santé en santé mentale ou santé sexuelle ou santé physique plus élevés parce qu'elles ne sont pas capables de prendre soin d'elles, parce qu'elles n'écoutent pas les messages de prévention et de prévention. Donc, il n'y avait aucun ou parce qu'elles souffrent d'homophobie ou de transphobie intériorisée. Puis dans ce cas-ci, ben, on ne demandait pas, dans les articles, les chercheurs ne disaient pas d'aller changer la société, mais disaient ben, il faut que ces personnes-là se soignent de leur homophobie ou de leur oppression internalisée. Donc, ça m'a poussé ça m'a motivé à aller faire un doctorat pour faire de la recherche différemment. Et malgré que moi, j'appartiens à cette communauté-là, je voulais m'assurer, je ne peux pas refléter l'expérience de tous. Donc, j'ai décidé de faire mon doctorat à l'intérieur, d'insérer ma programmation de recherche doctorale à l'intérieur d'un organisme communautaire qui faisait de la recherche communautaire auprès des communautés des hommes gays bisexuels particulièrement à l'époque. Mais je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas discuter avec la communauté, même si j'étais membre de cette communauté-là. Donc, durant mon doctorat, parce que je n'avais pas assez de choses à faire, j'ai décidé de créer un programme qu'on a appelé The Investigators, qui était un programme de renforcement des communautés, des jeunes particulièrement en recherche. Et ça, c'est parce qu'on voyait que dans les activités qu'on faisait dans notre organisme, les jeunes étaient très peu impliqués. On offrait très peu d'opportunités aux jeunes. Puis on avait des jeunes qui frappaient à notre porte. On veut apprendre à faire de la recherche, on veut participer à de la recherche. Donc, on a décidé de créer un programme que j'ai fait pendant plusieurs années où justement on forme les jeunes en recherche, mais en faisant de la recherche. Donc, on les forme vraiment un programme de renforcement des capacités où on apprend à faire de la recherche par des activités de recherche. Donc, depuis que j'ai créé ce programme-là dans mon doctorat en 2010, maintenant, ce programme-là existe aussi à Toronto, Winnipeg, Edmonton. Il y a une version nationale pour les personnes LGBTQ+ autochtones. Il existe aussi à Halifax et maintenant à Montréal, où on appelle le programme Jeunes chercheurs queer, qui est à l'intérieur de mon programme de recherche. Donc, encore une fois, c'est un programme qui vise le renforcement des connaissances. On travaille avec les jeunes. Concrètement, on a des rencontres à toutes les semaines où on se rencontre pour échanger sur des enjeux de recherche, mais tout en travaillant sur un objectif de recherche. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire passer les jeunes à travers tout le processus de recherche, de la construction de la question de recherche jusqu'à la diffusion des résultats. Donc, on a commencé en 2021. Ça avait tout commencé en ligne à cause de la pandémie. Et ça, c'était la première fois qu'on avait le droit de se rencontrer en personne. Et bien sûr, vous ne voyez pas nos très beaux sourires et notre enthousiasme à cause du masque qui était imposé à l'époque. Et avec eux, on avait développé justement un sondage où on a passé à travers toutes les étapes. Donc, de la conception du sondage à faire les questions. Il y a toujours un va-et-vient qui existe entre faire des activités, mais aussi les éduquer. Donc, si les gens n'ont jamais fait de sondage, ils ne comprennent pas comment on fait des questions nécessairement ou c'est quoi utiliser un outil validé. Donc, il y a toujours le va-et-vient entre apprendre, mais aussi faire. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Ici, je vous donne aussi un exemple. On a fait beaucoup de travail de transfert des connaissances et pour les jeunes chercheurs queer, c'était très important de donner les résultats à la communauté. Donc, la première présentation qu'on avait faite, c'était une présentation des résultats dans un lieu où il y avait invité leurs amis, mais aussi on avait invité les membres de la communauté et on avait travaillé avec une artiste queer de Montréal, Lovestruck, pour en fait imager certaines données là, du sondage. Une des choses qui était importante pour les jeunes après qu'on ait fait notre sondage, c'était de continuer, d'apprendre un peu plus les méthodologies qualitatives ou les méthodologies là, artistiques. Donc, on a travaillé avec eux. Et une des choses qu'ils voulaient vraiment illuminer, c'était la résilience, parce qu'ils étaient très conscients, les jeunes avec qui on travaillait, que souvent, on parle très peu des forces
des jeunes LGBTQ+. On parle souvent de leurs faiblesses puis qu'est-ce qu'ils font mal. Donc, ils voulaient faire un projet qui allait vraiment là, se centrer là, sur la résilience des jeunes. Donc, ici, vous voyez leur participation à un atelier que Jen Thompson, qui je pense est là, j'ai vu son nom tantôt, avait co-animé pour nous. Donc, on leur avait appris à faire avec une nouvelle méthode, on leur avait appris une nouvelle méthodologie de recherche qui s'appelle le self-filming, qui est utiliser un téléphone cellulaire pour créer un court-métrage pour illustrer des réalités. Donc, on avait formé les jeunes ici à animer des ateliers avec d'autres jeunes qui allaient, eux, créer leur propre self-film pour parler de leur force et de leur résilience. Et, et je vais vous partager un des courts-métrages qui a été réalisé là, justement là, dans le contexte de ce projet-là. Je t'ai rencontré sur la poitrine d'un de mes artistes préférés, puis dès que j'en ai eu la chance, je t'ai essayé. J'ai vite compris comment tu changes des vies, comment tu sauves des vies. Sans risque de fracture thoracique ou de restriction, tu m'obliges à prendre soin de moi, à prendre mon temps. C'est pas toujours facile, mais on s'adapte. Je sais que ton soutien est toujours là au besoin. Comme je suis une personne pressée de vivre, c'est une pression en moins. Mais demain, demain, prends-moi la main, fais-moi voir tout ce que je manque. Demain, demain, comme si de rien n'était. Moi j'ai craché tous les noyaux, j'ai embrassé tous mes amis, et je ferai pareil demain, demain, Qui est vraiment ressorti. Bon, je vous laisse vos propres interprétations là, du vidéo parce que je veux vraiment parler de la recherche. Mais ce qu'on a vu vraiment dans ce projet-là, ce qui était intéressant, là, puis un peu en lien aujourd'hui, c'était l'importance, c'est pour les jeunes chercheurs queer, mais aussi les participants de notre recherche, de représenter leur vécu de façon positive. Puis si vous suivez en ce moment ce qui se passe avec les populations LGBTQ+, il y a vraiment c'est devenu vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'il y a vraiment des backlash et l'oppression est vraiment là, présente. Puis aussi, et les participants et les jeunes chercheurs queer voyaient vraiment leur participation là, à ce projet-là comme un acte de militance, là, une opportunité là, de vraiment faire connaître leur réalité, mais aussi essayer de créer de l'empathie là, pour leur population. Puis aussi, ce que ça vient faire aussi, puis ici, ce qui était le fun, c'est on a utilisé une méthodologie créative, puis ça venait vraiment transformer l'expérience de recherche pour ceux qui font la recherche, mais aussi pour les participants. Puis ça leur ferait une alternative vraiment importante aux entrevues et questionnaires. Puis les participants ont eu, et les jeunes chercheurs queer, et même moi, là, les autres personnes qui ont navigué, on a eu beaucoup de plaisir là, à s'investir là, dans ce projet-là. Donc, et ça a attiré aussi des personnes dans notre projet qui n'auraient peut-être pas participé dans un projet là, de recherche traditionnelle. Je ne veux pas remettre la vidéo. Et ça, je vous dis juste qu'on a eu aussi, encore une fois, c'était remettre les données à la communauté. Puis on a présenté là, les self-films dans un cinéma qu'on avait loué avec Popcorn. Où on a eu une conversation là, justement sur la résilience. Donc, je vous ai présenté, je vois le temps file, en vraiment bref, plusieurs, tu sais, un peu qu'est-ce qu'on fait à Collab avec notre programme Jeunes chercheurs queer. Et j'essayais de penser, quand on avait des discussions avec Sarah à propos de qu'est-ce qu'on voulait dire aujourd'hui, tu sais, j'essayais de réfléchir cette semaine quand je préparais ma présentation, qu'est-ce que je retiens de mon expérience? Puis, une des choses, je trouve des fois la littérature sur la recherche participative ou communautaire vraiment condescendante envers les communautés. Tu sais, par exemple, c'est nous les chercheurs qui va donner qui va faire le capacity building, comme disait Sarah, qui va développer les compétences des jeunes. Et c'est sûr que c'est une partie qui est importante. Puis nous, on retourne toujours avec les jeunes pour leur demander qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous voulez faire. Et c'est eux qui nous disent ça. Mais en même temps, je pense qu'une des personnes qui apprend beaucoup en faisant ce projet-là, c'est moi. Mes capacités à travailler avec cette population, à comprendre cette population est vraiment grandissante.
Aussi, il faut avoir, si on veut s'engager dans des recherches comme ça, il faut avoir le courage de ralentir. Donc, dans la recherche académique, c'est toujours plus vite, pousse, produit, produit, produit. Mais je pense qu'il faut s'asseoir, il faut avoir des discussions. Puis aussi, tu sais, si on veut, tu sais, puis nous, avec les jeunes chercheurs queer, je me rends compte avec des fois à quel point les choses ralentissent parce que aussi, tu sais, il faut s'éduquer, faut prendre du temps pour mettre des apprentissages puis avoir des discussions. Aussi, perturber le pouvoir est essentiel. C'est sûr qu'il y a des situations de pouvoir qui vont toujours exister. Moi, je suis prof ici, tu sais, c'est moi qui ai l'argent pour le projet. Donc, mais faut toujours avoir des réflexions à comment on peut venir perturber ce pouvoir-là. Et moi, une façon aussi qui est importante que je le fais dans le projet de recherche, c'est aussi de me considérer. Quand je participe au groupe, je ne suis pas là comme leur leader, je suis une personne égale à eux. Ce n'est pas moi qui anime les réunions. C'est une personne du groupe. Et ça, c'est important parce que je pense aussi dans la recherche participative et communautaire, des fois, je trouve que des fois aussi, il y a une version, là, comme il y a les chercheurs et il y a les pairs chercheurs. Puis là, il y a vraiment cette division-là. Moi, j'ai un peu horreur. En, J'aime pas le mot père chercheur, justement. Je pense que tout le monde qui fait de la recherche, qui a une curiosité, est chercheur. Ce n'est pas un thème qui est protégé. Aussi, pour moi, faire ce type de recherche-là, c'est un acte de résistance, c'est du militantisme et c'est aussi une preuve de résilience. Et ça, tu sais, moi, je ne fais pas cette recherche-là. Je ne fais pas de la recherche en général parce que je veux faire avancer les connaissances. C'est parce que je veux qu'il y ait des changements auprès des populations. Et les jeunes avec qui je travaille le voient aussi vraiment comme ça. Donc, et ça change aussi peut-être comment on fait de la recherche. Aussi, en tout cas, moi, je pense que faire de la recherche participative, ça vient transformer qui on est comme chercheur. Puis ça, je le vois vraiment. Puis je pense que ça fait de moi vraiment un meilleur chercheur puis un meilleur humain. Et je pense que c'est vraiment important. Puis aussi, faire ce genre de choses-là m'apporte énormément de plaisir et de joie. À mes rencontres avec les jeunes chercheurs queer, c'est les rencontres les plus intéressantes que j'ai de la semaine. Donc, elles sont bien au-delà dans mon plaisir que de beaucoup d'autres rencontres administratives auxquelles je participe. Puis, tu sais, je pense qu'il faut oser avoir du fun parce que aussi, je pense des fois, dans la recherche, même dans la recherche non participative, si on pose des questions plates, si nos participants n'ont pas de plaisir à participer à notre recherche, comment on pense qu'ils vont nous amener des choses riches, innovantes et créatives? Donc, je pense qu'il faut vraiment oser le plaisir dans la recherche. Puis, on n'apprend pas ça à nos étudiants. Puis, je pense qu'il faudrait le faire un peu. Donc, voici, j'ai dépassé mon temps, puis je m'excuse. Voici mes coordonnées. Puis j'ai très hâte d'entendre vos questions, puis vos réflexions, puis de continuer d'entendre les réflexions de Sarah aussi. Un grand merci, Olivier. Donc, la deuxième partie, vraiment, ben là, premièrement, si vous avez des questions en clavardage, vous avez des questions à chaud, gênez-vous pas de lever la main. Sinon, moi, j'en ai déjà une première qui va peut-être alimenter, là, mais je regarde la liste, là, puis n'hésitez pas à penser parce que je vois vraiment des points communs entre vos deux projets, là, quand même. Et j'ai entendu quelque chose, Olivier, tu as nommé cette affaire-là, là, pas faire de la recherche sur les gens, mais avec les gens, là. Puis ça, pour moi, j'ai vu ça vraiment dans vos deux, là, de dire comment le faire avec les participants. Vous voyez, j'ai même nommé les participants, tu sais, je le dis avec le sourire, parce qu'effectivement, et c'est un défi, hein. Là, on parle de méthodologie de recherche. Ma première question concernerait justement cette idée-là de concept d'équipe de recherche, là, en fait, là, ou de collaboration de recherche puis de participants de recherche. Vous le savez comme moi, hein, on est confronté à des comités éthiques, à une constitution d'une équipe de recherche, des chercheurs, co-chercheurs, collaborateurs. Je serais curieux de vous entendre, puis je vais y aller avec Sarah en premier, justement, sur comment vous faites dans vos créneaux de recherche, justement, pour recruter ces personnes-là qui ne sont pas des participants. Vous allez chercher des personnes de terrain qui sont littéralement des co-chercheurs, puis même à la limite, j'enlèverais le co avec ce qu'Olivier vient de me nommer, qui sont des chercheurs à part entière dans votre recherche, en fait. Donc, je serais curieux de vous entendre comment on fait pour mobiliser le terrain, pour amener ces gens-là à dire non, non, mais tu peux être un chercheur ou tu peux. C'est pas quelque chose qui est inatteignable, c'est pas quelque chose qui appartient à l'université. La recherche, c'est d'abord et avant tout les gens sur le terrain. Sarah, j'aimerais t'entendre sur ça, sur comment tes jeunes deviennent des chercheurs ou sont-ils déjà des chercheurs lorsque tu les recrutes? Euh, En fait, c'est intéressant comme question parce que je veux dire, moi, je suis arrivée dans les dernières années à penser que je crois qu'on est né des chercheurs.
tu sais, si on pense à comment le bébé grandit, tu sais, tout être humain et tout être non humain, je pense, apprend à survivre et à s'adapter grâce à nos lectures de tous les patrons, tu sais, de toutes les corrélations en toutes sortes de choses qui arrivent. Puis on se dit, ah, OK, il faut qu'on fasse ça, il faut pas qu'on fasse ça. Puis c'est ça de la recherche, tu sais. Fait que je pense que euh, je crois vraiment qu'on est né des chercheurs, puis on n'est pas nécessairement socialisé à demeurer des chercheurs. Fait que je pense que tout le monde avec qui j'étais en relation a cette qualité-là. Mais en fait, ce qui est particulier, je pense, c'est que c'est pas moi qui va recruter des gens. Souvent, je vais être en relation avec des organisations qui vont vont me parler de c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur programmation, leur plan d'action. À partir de là, on va faire un genre de brainstorming de comment on peut travailler. Est-ce que j'ai quelque chose à offrir ou pas dans cette priorisation-là? Puis après, c'est à travers des réseaux. Des fois, oui, on peut faire une affiche de êtes-vous intéressé à vous joindre à nous, tout ça, mais généralement, ça va être dans des réseaux autour de nous, puis les gens vont venir vers nous. Ils vont entendre parler de nous dans des rencontres, puis ils vont dire, mais moi, j'ai envie de participer à ça. Fait que c'est de prendre le temps avec les gens, de jaser, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis, étrangement, là, il y a des gens qui sont vraiment intéressés puis ont envie de faire ça. Donc, c'est des chercheurs dans leur âme, là, ils ont quelque chose en eux puis ont envie en gros, ce qu'ils veulent, je trouve, généralement, c'est trouver des solutions à des problèmes contemporains. Ils voient des choses dans leur quotidien qui les enragent, puis ils veulent que ça change. Puis ils veulent avoir des outils pour pouvoir créer une différence autour d'eux. Puis là, ils voient des opportunités. Puis pour moi, la recherche, puis les fonds de recherche, puis les outils de recherche, c'est des opportunités pour ça. Donc, je ne sais pas si je pense que je réponds partiellement là, à la question, mais ça. Ben, ça répond, en fait, une des pistes que je trouve, puis là, je vois des noms que je reconnais dans la salle, là, mais tu sais, pour s'il y a des doctorats, tu sais, comme s'impliquer dans des organisations est quand même une piste. Donc, il faut écouter plus qu'être en mode de vente, en fait, mais il y a comme un volet d'implication qui vont faire naître des opportunités de recherche à partir des intentions, des objectifs de recherche des gens, là. C'est ce que j'entends, en tout cas, de ce que tu nommes, que cette implication-là fait naître la recherche au lieu que la recherche essaie de se vendre sur le terrain. La recherche, le problème de recherche, il est déjà sur le terrain, effectivement, là. Absolument. Fait que c'est jamais arrivé que moi je dise voici, j'ai un programme de recherche, puis c'est qui a envie de participer avec moi. C'était pas du tout ça. C'est j'aimerais bien savoir c'est quoi vos intérêts, puis comment est-ce que je peux vous soutenir dans ce que vous avez envie de faire. Fait que c'est une autre dynamique, en effet. Olivier? Ouais, ben, tu sais, nous, tu sais, Jeunes chercheurs Quick, comment qu'on le vend? C'est pas un projet de recherche, c'est en fait un programme qui est vraiment centré sur les jeunes, le renforcement des capacités, puis le renforcement des capacités des jeunes passe avant peut-être même la recherche d'une certaine façon, parce que c'est la vision première du projet. Puis nous, ben, tu sais, ce qu'on fait quand on veut, en fait, on circule des annonces, on a même fait des annonces Facebook. Est-ce que ça vous tente de vous impliquer dans apprendre c'est quoi la recherche? On est clair qu'il n'y a pas tu sais, qu'il y a pas d'attente par rapport à certaines connaissances ou à certaines atouts que les gens doivent posséder. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être disponible, de venir une fois par semaine, apprendre c'est quoi la recherche. Puis on voit, tu sais, puis quand on demande aux gens, tu sais, c'est quoi leur motivation, parce qu'on a fait quand même des évaluations, puis tu sais, ce qu'on voit, c'est, tu sais, ils veulent apprendre c'est quoi la recherche. Puis, tu sais, pour eux, participer à ce projet-là, tu sais, ça vient faire deux choses beaucoup. Tu sais, ben, apprendre, peut-être réseauter, mais beaucoup, tu sais, se retrouver en jeunes. Il y a l'aspect socialisation qui est vraiment important, puis aussi l'aspect de contribuer à leur communauté. Donc, c'est une façon, tu sais, de faire, tu sais, de contribuer de façon là, positive, tu sais, à leur communauté. Fait qu'on essaie aussi, tu sais, nos réunions qu'on fait avec eux à chaque semaine, tu sais, on essaie vraiment, tu sais, on a des fois des invités qui viennent discuter, mais on essaie de vraiment déconstruire un peu, tu sais, que c'est pas des réunions, tu sais, statiques. Mon rêve, c'est qu'on aurait un super beau local de drop-in ou avec un beau divan, puis que ça serait coloré. Malheureusement, je suis pris avec les locaux de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Puis pour ceux et celles qui sont déjà venus, ben, c'est pas la place qui inspire la plus grande créativité. Mais tu sais, on le fait toujours autour de partager un repas. Puis ça, c'était la culture depuis vraiment le début, là, quand j'avais commencé. Puis voir que quand on partage la nourriture ensemble, il y a quelque chose de spécial là, qui se passe, qui change un peu là, la dynamique. Donc, on essaie de faire
Mais on a toujours des jeunes qui sont motivés, qui viennent. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y en a qui restent vraiment impliqués très longtemps dans le programme là, depuis sa création. Les jeunes peuvent rester comme 3-4 ans là, impliqués là, dans le programme. Donc, je pense qu'on vient, on vient combler tu sais, un besoin important. Je vois qu'il y a des mains levées. En fait, on va prendre la réaction parfaite. Vous pouvez discuter, là. Je vais animer, je vais remplir le temps, c'est sûr, mais gênez-vous pas. Donc, Gwenvel, je vous écoute. Vous devriez pouvoir activer votre micro avec Oui, le bouton en bas. Merci. oui, bonjour. Merci pour ces belles réflexions. J'aime beaucoup les apprentissages que vous avez faits aussi sur vous-même. Moi, j'avais deux questions en fait. La première, c'est un peu le range d'âge pour ces jeunes-là. C'est-à-dire, on parle plus de fin adolescence, début d'adolescence, jeune adulte. Et ma deuxième question, c'est au niveau aussi des répartitions des rôles. J'entendais dans le projet de Sarah qu'il y avait deux personnes un peu leaders qui recrutaient un autre groupe. Donc, qui est chercheur, qui est co-chercheur, qui est participant? Est-ce que tout le monde est chercheur? Qui amène à une sous-question. Est-ce qu'il y a une rémunération reliée à ça, étant donné que ça devient des personnes qui un peu travaillent et sont chercheurs? Et je me demandais aussi au niveau de la rémunération si c'était pris en compte et comment. Donc, 3 Merci. questions. Merci beaucoup. Qui veut briser la glace? Sarah? Je peux y aller, mais quand tu as posé ta deuxième question, j'ai oublié la première. J'ai pas. c'était- Ah, L'âge, c'était l'âge des l'âge, en jeunes. fait, pour L'âge, situer, oui, c'est est-ce ça. qu'on est en début Oui, adolescence ou jeune adulte? en effet, fait pour nous, c'était entre à peu près 14 à 35. Honnêtement, ça a commencé avec, on s'est comme permis d'être imposé par les critères à la fois un peu éthiques et c'est un peu comment on voit les choses institutionnellement. Je sais pas comment expliquer, mais souvent 14 à 35, c'est ça, jeune adulte, c'est vu comme un groupe de jeunes présentement dans la littérature. C'est souvent décrit de cette façon-là. Puis même dans les politiques publiques québécoises, c'est souvent ces groupes d'âge-là. Par la suite, on a beaucoup re-questionné. On a gardé le 14 ans et plus parce que c'était juste un tout petit peu plus facile là, pour toutes sortes de raisons, surtout pour avoir les consentements des parents. Ou pour ne pas avoir les consentements de parents. Mais ça crée des tensions entre pourquoi 35, est-ce qu'à 36, tu n'es plus un jeune, puis à 34, tu l'es. Donc, honnêtement, ça a été une grande question. Puis même une question comme dans la communauté, on a beaucoup de personnes qui disent comment ça se fait que moi, je ne peux pas participer à ces activités-là. Tu sais, j'ai 37, 38, 40. Donc, c'est une réponse qui est très imparfaite, là. Il fallait qu'on mette des balises. Les jeunes disaient, ben nous, on veut avoir des activités avec juste des jeunes parce qu'on a souvent l'impression d'être perçu un peu différemment, d'être potentiellement jugé, d'être mal à l'aise avec des personnes plus vieilles. Fait qu'il fallait mettre un genre une cut-off. Donc voilà. Pour la deuxième question, c'est absolument toujours rémunéré. Donc, tous les jeunes qui participaient de façon très active, soit à faire des discussions avec d'autres jeunes, à faire des analyses de données, tout ça, étaient soit embauchés comme assistants de recherche ou comme stagiaires, mais encore toujours rémunérés. Puis, les gens qui ils sont là, qu'on appellerait généralement des participants, mais nous, on n'appelle pas ça comme ça. Donc, les jeunes avec qui on a des discussions ont un petit montant, c'était des cartes cadeaux de la communauté, mais généralement, en fait, ce que les jeunes disaient, nous aussi, c'était de la nourriture. Fait qu'ils disaient, nous, on veut participer s'il y a de la bouffe. Fait on s'assurait qu'il y avait un repas, un partagé, et c'était un peu une forme de récompensation, mais oui, il y a toujours une rémunération pour toutes les activités. Oui. Puis nous, on a un mode un peu peut-être un peu différent, mais juste pour expliquer la structure du projet. Donc, bon, mais c'est ça, moi, je suis comme le chercheur. On a des mentors qui viennent puis qui donnent des informations. On les appelle les mentors qui viennent donner des trainings, des choses comme ça, ou des invités. Puis, en ce moment, on a 2 jeunes qui sont en fait 2 personnes qui avaient commencé comme personnes participantes, qui sont devenues comme co-coordos. Donc, les 2 personnes coordonnent le projet, qui, eux, sont rémunérés. Mais les jeunes ne sont pas rémunérés pour venir aux rencontres à chaque semaine. On nourrit les jeunes chercheurs queer. Par contre,
dans certains cas, quand ils font du travail en dehors de nos rencontres, il y a des fois, on les a rémunérés ou s'ils font un travail qu'habituellement on paierait. Ce n'est pas une façon d'avoir de la main-d'œuvre gratuite. Donc, si quelqu'un ferait une job en dehors des rencontres qui serait habituellement fait par un assistant de recherche ou quelque chose, on ferait ça. L'Université de Montréal, par contre, une des choses qui est vraiment compliquée, c'est que un des enjeux de pouvoir ou des enjeux structurels, c'est qu'il y a beaucoup on ne peut pas engager quelqu'un à l'Université de Montréal s'ils n'ont pas comme agent de recherche, s'ils n'ont pas de baccalauréat. Donc, on ne pourrait pas les engager comme agent de recherche. Donc, il y a quand même aussi des barrières un peu structurelles au fait de pouvoir, rémunérer les gens là, qui existent s'ils ne sont pas étudiants à l'Université de Montréal. Puis nous, les jeunes avec qui on travaille, c'est des jeunes de 18 à 26. Donc, Merci beaucoup pour. J'ajouterais Merci. peut-être quelque chose, puis je ne sais pas si Oui. ça résonne avec Olivier, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu viens de dire aussi, c'est que tout est fluide. Tu sais, qu'un individu pourrait avoir telle tâche, tel rôle, peut-être juste participer à une discussion, puis là, on se rend compte à travers cette discussion-là qu'ils ont plein d'intérêts, de passions, ou il y a quelque chose, un plan de vie qu'ils veulent, puis qu'ils veulent être accompagnés là-dedans, puis là, ils prennent un autre rôle. Ou qu'ils ont un rôle tu sais, vraiment plus de coordination puis de participation à des analyses. Puis là, tout à coup, il y a d'autres choses qui se passent dans leur vie, puis ils vont transitionner vers un autre type de rôle. Donc, je pense que c'est des rôles qui sont fluides, qui se transforment en fonction des intérêts. Puis moi, tu sais, c'est sûr, comme Olivier dit, il y a beaucoup de barrières institutionnelles, mais je vais tout faire pour pouvoir m'assurer que si quelqu'un a envie de prendre un emploi d'été ou quelque chose comme ça, mais qu'on trouve des sous pour le soutenir pour faire un projet X. Tu sais. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est des rôles transformés à travers le temps. Ouais. Puis juste pour dire aussi, comme parce que nous autres, c'est une participation comme sociale, communautaire, puis tout ça, puis c'est pas quelque chose qui est revenu souvent, mais même des fois, les gens le disent, si on serait payé, l'attente ou la responsabilité elle devient différente, fait que, ça faut, c'est peut-être, souvent, donc c'est des enjeux qu'on a sur lesquels, là, on a des discussions, c'est sûr. Mais Merci. Mais ça répond bien, j'imagine? Oui, hein? C'est Donc, super. Merci beaucoup. je vois qu'il y a une autre question, Monsieur Davy. Excusez, est-ce que votre micro peut être activé? Oui, voilà, Oui, merci. je vous écoute. Dans vos présentations, j'ai compris que finalement, vous faisiez le lien entre une proposition aux jeunes, entre une proposition de faire de la recherche, de participer à de la recherche et du changement social ou de l'amélioration des conditions de vie dans la communauté, etc. Et je me demandais, mais tiens, c'est une association qui est très intéressante, c'est sûr, mais je me dis peut-être que pour certaines personnes, c'est pas évident. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui vous ont dit: «Mais la recherche, c'est pas le bon moyen pour faire changer les choses»? ouais, ben ça parle beaucoup de la fausse promesse de la recherche communautaire et participative, que ça va amener le changement social, puis tout ça. Euh, Donc, je pense que ça a été, il y a quand même eu des écrits là-dessus, donc il ne faut pas faire de fausses promesses. Ce n'est pas une étude qui va venir, changer la situation puis améliorer, mais c'est sûr, que c'est avec des données, on peut faire, c'est notre façon d'essayer de faire bouger les choses, puis tout ça. Mais c'est vrai, c'est sûr que, nous, avec notre projet, c'est sûr que euh, parce qu'on cherche des jeunes qui sont intéressés. Avec Jeunes chercheurs queer, mais on cherche des jeunes qui sont déjà comme un peu vendus à la recherche. Il y en a plusieurs qui veulent apprendre en recherche parce que peut-être qu'ils voudraient aller en recherche, donc ils sont un peu plus vendus. Mais c'est vrai que sur d'autres projets de recherche, en fait, des fois, on a qu'on a fait, qui sont peut-être à l'extérieur de ce projet-là, on voit qu'il y a quand même des jeunes qui se disent, mais qui ont qui ont beaucoup de doutes sur c'est quoi la recherche, c'est une vision que c'est vraiment le chercheur avec la blouse blanche là, qui vient poser ses questions, qui fait son interrogatoire, puis qui analyse ce que les gens disent. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut pousser
beaucoup, tu sais, comment on fait la recherche avec les jeunes. Puis je pense qu'il y a beaucoup de développement, tu sais, de méthodologie. Tu sais, c'est pour ça que dans d'autres projets de recherche, puis que j'en ai parlé aujourd'hui, j'essaie de mobiliser beaucoup des approches artistiques parce que ça aussi, ça vient perturber la relation de pouvoir entre le chercheur puis le participant, puis venir réinventer la recherche. Puis on voit que tu sais, les jeunes, tu sais, qui sont très motivés par rapport à ça, ils vont pouvoir représenter, tu sais, leur expérience de façon différente. Puis ce ne sera pas comme juste participer à un interrogatoire qui va avoir l'air. Mais c'est sûr, tu sais, je pense qu'il faut faire attention, mais pour revenir tu sais, à la question initiale, je pense qu'il faut faire attention, tu sais, de ne pas tu sais, dire, ah, notre projet va venir amener une transformation sociale. C'est sûr qu'on aimerait ça, mais tu sais, la réalité, tu sais, des projets de recherche qui ont révolutionné, qui sont venus déconstruire le colonialisme, l'homophobie, la transphobie. Tu sais, il faut rester un peu réaliste, mais tu sais, dire que tu sais, c'est un pas vers ceci. Donc, avoir, tu sais, s'assurer que tu sais, on essaie de changer les choses, mais c'est sûr que ça devient difficile, particulièrement dans le contexte peut-être sociopolitique actuel, dans mon cas, là. Hmm. Merci. Moi, en écoutant, j'ai comme une réflexion qui n'est pas mûre, là, mais j'ai l'impression que la majorité des gens avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'était pas nécessairement le rêve que la recherche allait transformer des choses immédiatement. C'était plus la possibilité d'apprendre, tu sais, de pouvoir, qu'il y avait des questions, puis il y avait la possibilité d'apprendre sur ces questions-là et d'être en connexion, en relation avec d'autres personnes qui ont des questions, des préoccupations semblables. Puis je suis pas certaine, tu sais, en fait, l'autre enjeu, c'est le mot recherche. Il y a des gens pour qui ça résonne, puis je pense exactement ce que Olivier dit, ça peut résonner de façon positive comme ça peut résonner de façon très négative. Puis pour d'autres, c'est juste un mot ultra plate qui veut pas dire grand-chose. Donc, nous, à Kahnawake, on a beaucoup réfléchi sur ça, puis on est en train d'essayer de trouver une terminologie qui serait, en Gaïm-Guéha, mais qui représente un peu mieux qu'est-ce qu'on essaie de faire. C'est cette idée d'aller chercher, gathering information, chercher des informations ensemble pour un objectif commun. C'est un petit peu plus proche de ça. Oui, je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Un grand merci. En fait, il reste à peu près 6 minutes. Je pense que je vais vous lancer sur une dernière question, Sarah et Olivier, puis vous allez voir faire ça très succinct, là, mais moi, ce que j'aime de ces rencontres-là, en fait, quand même, c'est le volet très. C'est des rencontres improbables là, que j'appelle, là. C'est-à-dire qu'on vient tous de champs différents. En fait, je vois des gens dans la salle, je reconnais des noms en aménagement, je vois des gens en éducation, en psychoéducation, je reconnais plusieurs noms, en fait. Je serais curieux juste de vous entendre. Tu sais, je suis en éducation. J'entends ça tu sais, je suis habitué à la recherche traditionnelle, là, questionnaire, je fais de la recherche action quand même. On entend des liens avec la recherche collaborative. J'aimerais quand même vraiment voir qu'est-ce que vous auriez à passer comme message en 2-3 minutes en vous disant quelle retombée pratique voyez-vous sur le terrain? Pourquoi on devrait faire ce type de recherche-là? Je sais, je ne l'avais pas mis dans ma liste de questions possibles, là, mais j'aimerais quand même voir un peu. Vous avez dit que vous avez grandi comme chercheur, puis ça m'intéresse vraiment de voir. Je vois plein de jeunes chercheurs dans la salle. Il y a plein de questionnements sur l'éthique, mais moi, j'aimerais vraiment vous entendre sur concrètement là, ce que comme retombée, appelons ça mobilisation ou retombée de recherche, si vous aviez à parler de ça à un chercheur en éducation ou à un chercheur dans un autre domaine, comment voyez-vous les retombées de votre recherche concrètement? Trouvez-vous que ces types de retombées-là, contrairement peut-être pas contrairement, mais en parallèle de la recherche plus traditionnelle, où on publie dans les articles scientifiques, comment voyez-vous ça, les retombées de votre recherche, et comment ça pourrait amener des choses comme un vecteur de changement dans les autres domaines, là? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais j'aimerais vraiment vous entendre sur comment vous voyez que ça a eu de faire différent, est-ce que ça amène justement des retombées différentes ou on amène vraiment, on pousse tout dans la même direction, en fait, là. Olivier, ton micro. Mais la première chose que j'ai pensé quand tu me dis c'est quoi les retombées qu'il y a eu, tu sais, avec notre programme Jeune chercheur queer, puis la version tu sais, anglophone qui a existé, des Investigators avant, je sais que ce programme-là a permis à beaucoup de personnes tu sais, d'accéder soit à. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait ça parce qu'ils voulaient avoir tu sais, une première expérience de recherche qui leur ont permis tu sais, d'appliquer une maîtrise ou d'aller tu sais, obtenir une bourse ou des choses comme ça. Fait que je vois vraiment l'impact vraiment concret. Puis maintenant, tu sais, on avait créé le programme en 10 ans. Je vois beaucoup de gens qui avaient commencé dans le programme, puis maintenant ont des postes clés en
santé LGBT à travers le pays. Fait que je vois vraiment l'impact concret là, que ça a eu sur les jeunes dans leur cheminement puis dans leur développement. Ils seraient peut-être arrivés sans avoir cette participation. Oui, Sarah? Euh, Moi, donc c'est ça. En effet, je suis en psychoéducation. Comme je disais tout à l'heure, tout ça a démarré avec Myriagone qui se veut une chaire interdisciplinaire avec des collègues qui sont de toutes sortes de départements, d'écoles. Oui, il y a des apprentissages qui étaient directement liés à la psychoéducation, donc sur les jeunes, leur relation avec des organismes, sur le bien-être, des approches qui peuvent soutenir le psychosocial, les jeunes. Donc oui, on a des apprentissages disciplinaires. Mais on a aussi beaucoup d'apprentissages qui ne sont pas du tout disciplinaires sur des cadres conceptuels, sur des méthodes de recherche. De travailler comme ça avec des jeunes nous a permis de complètement repenser c'est quoi la recherche, comment on la fait. Ça, c'est interdisciplinaire à la base. Puis, ça a des impacts concrets sur les jeunes avec qui on travaille, sur les communautés. On n'aurait jamais pu développer ces programmes pour les jeunes. Les jeunes n'auraient pas participé de la même façon si ce n'était pas créé par des jeunes. Puis ça répond à des questions que des communautés me demandent depuis très longtemps. Comment on fait pour soutenir la jeunesse? Là, on a certaines réponses qui ne sont pas des réponses encore là disciplinaires, c'est des réponses qui sont méthodologiques. Donc, bref, il y a puis tous les jeunes avec qui j'ai pu travailler disent que ça a des impacts sur la façon qu'ils sont en relation avec les gens dans leur communauté, ils créent des nouveaux réseaux, ils apprennent des nouvelles choses sur autant la recherche que sur leur communauté. Donc, bref, je vois des impacts à plusieurs niveaux qui ne sont pas du tout disciplinaires. Merci beaucoup. Olivier, on t'a capté quand même un bon bout, en fait. Mais à la fin, on a compris que les retombées, quand même, que ça a quand même créé un engouement envers la recherche. Tu as pu faire du recrutement, ces choses-là. Tu peux peut-être finir ton idée, là, mais Oui, désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai été jeté dehors de la rencontre. Je pensais que j'avais peut-être trop parlé. Euh, mais je me souviens plus mais je pense aussi que tu as amené quelque chose après. Tu as parlé un peu d'interdisciplinarité à la fin, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'était peut-être, mon point est peut-être hors de ta question, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe, tu sais, dans d'autres champs d'études, parce que moi, la plupart de mes inspirations de ma recherche ne vient pas de mon champ de la santé publique, parce que ma recherche ressemble très peu à ce qui se fait là, traditionnellement dans la santé publique. Puis je pense valoriser, tu sais, les perspectives interdisciplinaires, c'est important, puis c'est ce qui peut faire avancer des idées comme des projets comme fait Sarah ou comme fait les miens. Fait que je pense, en tout cas, c'est juste là-dessus que je voulais me lancer. un très, très grand merci, en fait, pour votre participation, là. Puis je voulais vraiment participer à ça justement pour entendre la recherche autrement. L'an dernier, j'avais animé un webinaire sur la recherche-création également et les défis qu'on rencontrait. Donc, je trouve que c'est complémentaire au sens où Olivier t'a nommé des éléments de recherche-création à travers ta recherche collaborative, en fait. Donc, pour conclure vraiment, ben, merci à vous deux, hein. Et puis, j'imagine que vos portes sont ouvertes quand les gens ont des questions, ils veulent en savoir un peu plus parce que je suis convaincu que vous avez rencontré des embûches, que ce soit des organismes subventionnaires, à l'éthique, l'organisation des universités. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Là, ils sont sur le site web de l'Université de Montréal. Ils ont leur site respectif qu'ils pourront partager sans problème. Puis, je voudrais juste aussi parler du prochain webinaire le 9 mai prochain qui parle de pédagogie alternative en cours magistral, l'expérience de l'apprentissage par l'enquête dans les cours Horizon. Donc, merci encore une fois, Sarah et Olivier. Allez sur leur site web, ils partagent vraiment beaucoup de ressources. Et puis sur leur site spécialisé, si vous pouvez les partager, Olivier a mis Collab dans le clavardage. Merci beaucoup à vous deux. Et merci aux participants, aux gens qui étaient présents aujourd'hui. Oui, merci tout le monde.